Bonjour voyageurs, aujourd'hui je vous présente un film de près de 8 heures, tourné dans la jungle globale, un film qui s'appelle Babe et la guerre d'Indochine, où un petit groupe de petits cochons d'Inde essaie de traverser un no man's land en pleine guerre cochon chinoise, avec cette demande de notre cher Raïchanou, René Coty, de traverser pour sauver une tribu d'éléphants nains. Oui, oui, aujourd'hui, nous allons vivre une histoire pas... It's alive! Ah bah non, en fait. Alors oui, je suis un peu triste de ne pas vous parler de Babe, hein, mais bon, il fallait être un petit peu intelligent et savoir lire la vignette juste en dessous. Et oui, aujourd'hui, on va parler d'un grand mythe de la pop culture, écrit par une écrivaine qui est pétrie de talent, Mary Shelley, et bien entendu on s'attaque à Frankenstein. Et je ne voulais pas vous parler de n'importe quel Frankenstein, parce que j'aurais pu vous parler de celui de 1931, de l'Universal, ou des dérives de la Hammer, ou encore de choses un peu plus bizarres, hein, comme les aventures érotiques de Frankenstein. On aurait pu parler de celui avec James McAvoy et Daniel Radcliffe. Non, on va s'attaquer à Kenneth Branagh. Je tiens à vous présenter Hercule Poirot. Toutes mes félicitations, madame. Et oui, comme tu peux le voir sur les images qui viennent de passer, ton petit Hercule Poirot sur Mort sur le Nil, hein, qui a aussi joué d'autres rôles assez importants et qui est aussi un réalisateur, s'est attaqué à ce mythe-là. Et il s'y est attaqué d'une manière très marrante. Donc on y va, on s'attaque à ça. Bon, avant de te parler de qu'est-ce qui parle ce film, je vais te poser une question. Est-ce que tu connais ça? Et est-ce que tu connais ça? Bon, déjà, désolé, hein, j'imagine que la trentaine est passée ou arrive à grands pas. Ouais, je sais, moi aussi, ça fait mal. Mais surtout, tu as donc déjà vu l'introduction de notre cher Frankenstein de Kenneth Branagh. Et oui, je vais continuer à l'appeler Kenneth Branagh. C'est comme ça, hein, tu vas être obligé de vivre ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est clairement la même chose en plus moche, tout simplement. Non, puis après, pour le reste, ça suit quand même globalement pas trop mal le livre, hein. Et c'est d'ailleurs, je pense, l'adaptation de Frankenstein qui le suit le mieux, en tout cas de celle que j'ai pu voir. Donc, pour rappeler, hein, c'est donc un fils de docteur qui veut devenir docteur lui-même et qui décide, qui vit dans la campagne suisse avec tout ce qu'il faut, hein, une énorme maison, un énorme jardin, une femme qu'il aime, bref, tout ce qu'il faut. Bon, juste sa maman qui meurt et qui lui met un traumatisme assez important pour qu'il veuille créer l'immortalité. Et paf, il va essayer de le faire et paf, il part en Allemagne, si je sais pas moi, en Autriche pour apprendre tout ça. Et paf, il va créer un monstre et paf, il est torse nu en train de se jeter sur ses expériences. Et paf, il y a le choléra et... Ouais, c'est difficile, hein. Je suis proche du burn-out avec ce film. Ouais. Kenneth Branagh, il est connu pour deux choses. La première chose, c'est d'avoir réussi à vraiment parler, peut-être mieux que les autres, du mythe shakespearien, ou en tout cas des écrits shakespeariens. On l'a vu pas mal avec Henri V ou avec Hamlet, qui sont ses plus grandes œuvres. Mais pas que. Il arrive aussi à essayer de mettre du Shakespeare et ce genre de choses dans d'autres films. On pense forcément à l'infamie qui était Thor 1. Ben c'est lui, c'est ce réalisateur avec Chris Pancart Hemsworth, qui ont créé cette manière de faire. Donc le réalisateur du Crime de l'Orient Express, hein, pas celui de 74 de Lumet qui est bien, hein. Non, celui avec cette moustache. Ouais, tu l'as bien vu. Bref, je crois que cette moustache, ça le définit parfaitement, Monsieur Branagh, hein. C'est pas le défenseur de la finesse, loin de là, et on le définit souvent entre nous comme un petit bourrin. Tu vois, dans le cinéma classique, il y a Michael Bay. Hein, ben là, dans le cinéma d'auteur, il y a Kenneth Branagh. C'est comme ça. Et dans le film d'auteur, on l'adore, hein, parce qu'il te fait rire, mais c'est pas toujours quand même très fin. Et forcément, ça donne aussi une direction d'acteur pas toujours bonne, hein. Je parlais tout à l'heure de Chris Pancart Hemsworth, mais il faut ne serait-ce que voir quand il s'auto-dirige, hein, c'est des fois des catastrophes incroyables, hein, parce que lui, il aime bien faire le russe, hein, dans Tenet, mais pas que dans Tenet, hein. Il est mauvais à plein d'endroits. Et puis, regardez la bande-annonce de Mort sur le Nil, regardez la prestation de Gal Gadot. Alors oui, je sais, Gal Gadot n'est pas une bonne actrice. Oui, ok, mais là, ça fait quand même vachement mal, hein. Mais on parle quand même de quelqu'un qui a une bonne renommée, hein, puisque c'est un auteur un peu sacré, consacré surtout en Grande-Bretagne, et qui a vu beaucoup de choses dans sa carrière, parce qu'il a fait du scénario, il a été acteur, il a été réalisateur, donc c'est quelqu'un qui a un panel d'émotions et de connaissances autour du cinéma qui sont assez intéressantes. Donc quand tu te dis que ce monsieur-là, eh bien, il va s'attaquer à un mythe de la pop culture comme Frankenstein, moi je suis un petit peu titillé, je me dis, bah ouais, pourquoi pas. Alors première chose que je me suis demandé,
c'est comment je ne connaissais pas ce film. Parce qu'il y a donc Kenneth Branagh qui est quand même assez connu, c'est-à-dire que même si j'apprécie pas tout ce qu'il fait, je connais le bonhomme et j'ai suivi un petit peu ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, mais surtout il y a quand même un sacré casting. On parle quand même de Ian Holm, oui je parle de Joe Pitt dans Le Seigneur des Anneaux qui est là, on parle de Helena Bonham Carter, la fameuse muse de, Bellatrix Lestrange, mais aussi la muse de Tim Burton, on parle aussi de... Et oui, tu l'as reconnu. Tom Mulcahy, le fameux Amadeus qu'on a vu récemment. On parle de personnages, donc Kenneth Branagh forcément, et de Robert De Niro. Donc un casting bien massif, qui parle donc de ce mythe de la pop culture, que moi en plus j'ai adoré lire. Donc je me dis, mais comment ça se fait que je ne connais pas ça? Et du coup je me dis, peut-être que c'est la pépite. Non. Non, au bout de 5 minutes j'ai compris que c'était pas du tout la pépite, c'était vraiment même l'inverse de celle-ci. Le film est rempli de gimmicks. Et pas de la bonne manière. La première chose, c'est que ça s'ouvre sur un flashback, vous savez, ce fameux flashback qui ne sert à rien et qu'on voit sur les films, des fois pas terrible, juste pour mettre en scène quelque chose, pour développer le monstre. Et ok, le flashback m'a fait beaucoup rire pour ses arrière-plans. Oui, je pense à ce mec qui prend son marteau et qui loupe complètement le clou ou l'espèce de truc qu'il doit mettre. C'est à mourir de rire, on sent que c'est un toc. Mais ça reste extrêmement drôle. Mais celui-ci a une bonne idée, celui de mettre un petit peu, on va dire, le personnage du monstre de manière très légère et on comprend qu'il y a en hors-champ quelque chose d'assez effrayant. Et ça marche bien. Donc je me dis, bon, ok, l'idée elle est vraiment pas intéressante, mais pourquoi pas? Mais le problème, c'est que ces gimmicks rendent le film très vieux et assez fade en fait. Pour vous donner un exemple assez simple, c'est qu'il y a des films qui fonctionnent bien. Citizen Kane, ça fait vieux, c'est vieux. Mais c'est des gimmicks qui ont été tellement bien utilisés derrière qu'on comprend pourquoi ça fait vieux et que c'est extrêmement intéressant. Pulp Fiction est sorti la même année. Regardez les deux d'affilée, vous voyez même juste les bandes annonces, vous allez voir la différence entre ces films-là. Ce film fait extrêmement vieux. Et je pense qu'il faisait déjà vieux à l'époque. Je parlais des gimmicks, donc j'ai dit ce petit flashback à la base, mais c'est pas tout. On a le droit au fondu enchaîné, à la pire que Alexandre Astier. On utilise à foison pour rien dire. On a une ambiance très gaie dans le film. On sent qu'il a voulu faire un film pour montrer l'homosexualité, etc. Et c'est un point qui est intéressant, mais là c'est too much. C'est vraiment too much. On le voit à moitié à poil tout le temps, mais pour rien. Et il n'y a rien qui est créé par l'image. Encore une fois, oui, il veut nous parler de quelque chose, mais il le fait avec des énormes sabots. Et ça marche pas bien. Puis quand je vous dis gros bourrin, les seules petites originalités qui va s'accorder par rapport au récit initial du livre sont pas vraiment ultra intéressantes. Je pense à une scène en particulier où il se permet de prendre la bête qui va fracasser du monde en plein milieu de la ville et arriver à se cacher en 2 secondes. On n'y croit absolument pas. La suspension consentie d'incrédulité est explosée. Oui, c'est ce truc pour te faire croire ou non au film. De toute façon, elle n'est pas explosée qu'avec ça dans le film, mais là, c'est incroyablement explosé. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Qu'est-ce qu'il a voulu retranscrire, à part le fait de faire un mythe un peu baroque gay avec une image dégueulasse? Je ne sais pas, et ça me rend vachement triste. Donc comme je vous disais, la finesse est morte, mais croyez-moi, c'est pas le pire. Le monteur, je ne comprends pas. C'est frénétique à souhait. Je vais penser au tout début du film, vous avez une scène de danse où il va danser avec Helena Bonham Carter, donc Kenneth Branagh et Helena Bonham Carter. Et au début, je me dis, c'est pas mal, c'est peut-être intéressant, il y a quelque chose à faire. On va peut-être se retrouver avec peut-être un plan séquence. Mais non, ça coupe. Du coup, t'es perdu dans la scène au niveau géographique, visuellement. Et en plus de ça, ça rend le tout ultra frénétique et vraiment difficile à regarder. C'est désagréable à souhait. Alors moi, la seule chose que j'ai trouvé, c'est que le monteur, il savait qu'il n'avait pas de taf derrière et il s'est dit, je vais montrer à MTV ce que je sais faire. Et j'adore MTV, mais ce truc-là frénétique, on se croirait dans Smith Light in Spirit, quoi. C'est horrible et c'est ça pendant tout le film. Et j'ai l'impression que vu que le film manque cruellement de rythme, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, il a essayé de compenser ça par un montage assez important, assez vif. Sauf que ça s'appelle faire un mauvais film, Kenneth Branagh, il faut te le dire. On peut quand même dire une chose bien sur ce film. Il a réussi à être aussi moche que la bête. Et ça, c'est une vraie prouesse. Non, plus sérieusement, il y a quand même un vrai travail sur les décors qui est assez intéressant et sur les expériences. On travaille sur tout le visuel autour des expériences de Victor Frankenstein est vachement intéressant. Il y a aussi une idée à la fin que je ne vais pas vous révéler, mais qui joue sur l'identité de la bête qui est assez intéressante. Mais c'est tout. Et c'est assez faible au final par rapport à l'importance qu'aurait pu être ce film. Parce que moi, je le maintiens.
Pour moi, ça aurait pu être vraiment un excellent film avec des excellentes idées. Cette idée de mettre vraiment quelque chose de baroque et homosexuel au milieu était une super idée, il fallait juste bien le faire. Mais lui, il n'a pas réussi, il a sorti des trop gros sabots. Si on avait pu mettre de la finesse là-dedans et donner un peu de profondeur au récit de Mary Shelley sur un autre angle, ça aurait été intéressant. Surtout quand tu vois le casting avec des personnes qui sont capables de faire des choses incroyables. Hein. Et même Kenneth Branagh, ça arrive qu'il fasse des bonnes choses en tant que réalisateur ou en tant qu'acteur. Malheureusement, là, il fait tout l'inverse. Il nous fait tout l'inverse. Et c'est frustrant parce que on se demande, il y a des petites choses qui auraient rendu le film acceptable. Je veux dire, un meilleur montage aurait rendu le film acceptable. Ne serait-ce que ça, quelque chose d'un peu moins frénétique, d'un peu plus doux. Et on aurait été face à un film, certes pas le film de l'année ou quoi que ce soit, mais face à une bonne relecture du mythe et assez fidèle en plus au matériau de base, ce qui est toujours intéressant, mine de rien. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'a voulu faire Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, il a voulu vous dire hey, coucou, vous avez vu je suis là et ça rend le tout pas très intéressant. Alors moi, je te déconseille de découvrir ça. Frankenstein, c'est pas très bien. Si tu veux voir des choses intéressantes sur Frankenstein, regarde celui de 1931. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas vu. Alors oui, c'est un vieux film en noir et blanc. Oui, je suis d'accord. Mais ça te parle de ça de manière extrêmement intéressante. Pas du tout comme le fait Kenneth Branagh. Et ouais, malheureusement, ça me rend très triste. On aurait vraiment dû la faire, cette review sur le film avec le cochon, là. Le film, il n'existe pas. Ah bon? Bah oui, c'était une vanne. À la semaine prochaine, voyageur. Et puis surtout, n'oublie pas. Bientôt je serai chanteur.